Dans cette vidéo, je vais vous présenter le début du premier chapitre du thème 2 et du sous-thème 2.1, donc le thème 2 corps humain et santé. Le premier sous-thème va traiter de la partie immunologie. Alors, en immunologie, vous avez déjà des connaissances puisque vous avez déjà traité de ces différentes notions quand vous étiez au collège. Donc, en immunologie, l'immunologie, c'est la protection en fait de l'organisme contre des agents pathogènes ou autres. Et en immunologie, on a deux types de réactions qui peuvent apparaître. Des réactions qu'on va appeler innées, donc c'est des réactions qui sont non spécifiques, qui sont les mêmes quel que soit l'individu, et des réactions qu'on appelle adaptatives, qui vont être très spécifiques d'un individu à l'autre. Donc dans ce premier chapitre, je vous propose de parler de la réaction inflammatoire, qui est un exemple de réponse innée. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter de manière très généraliste les caractéristiques de la réaction inflammatoire et puis par la suite, dans ce chapitre, on verra de manière plus précise comment cette réaction inflammatoire va être initiée. Alors, une réaction inflammatoire, c'est quelque chose qui va apparaître dans l'organisme dès que l'organisme peut être en danger, c'est-à-dire quand il peut être soumis à un danger de différents types. Alors, ces dangers, ça peut être des virus, des bactéries, des champignons. Voilà, il y a plusieurs types de dangers pour l'organisme. Et quand ces dangers, entre guillemets, entrent dans l'organisme, donc ils vont déclencher une réaction inflammatoire aiguë. Cette réaction, elle apparaît relativement rapidement, puisqu'elle apparaît en général en moins de 24 heures, et ça va être une première barrière, en fait, pour protéger l'organisme. Alors ici, sur ce document, vous avez quelques exemples d'agents infectieux, donc de type viral, comme le virus de la grippe, de type bactérien, comme les bactéries qui peuvent induire la salmonellose, ou alors des champignons qui peuvent induire, par exemple, là dans l'exemple des candidoses, c'est des lésions de la peau, ou alors des micro-organismes. Donc ici, on a un exemple, le Plasmodium falciparum, c'est un micro-organisme de type eucaryote unicellulaire qui va parasiter en fait les globules rouges. Donc il entre dans les globules rouges et se reproduit dans les globules rouges en entraînant des fièvres régulières et il crée la maladie que vous connaissez sans doute qu'on appelle le paludisme. Donc ici, quatre grands types d'agents infectieux qui peuvent être à l'origine d'une réaction inflammatoire aiguë. Alors, cette réaction inflammatoire aiguë, comment elle se caractérise? On va voir un exemple particulier. On va voir qu'il y a toujours les mêmes signaux cliniques qui apparaissent quand il y a une inflammation. Vous avez déjà tous eu, je pense, une inflammation dans votre vie, donc ces signes, vous les connaissez déjà. Alors, exemple, on va prendre le cas d'une personne qui a pu se blesser au niveau de la peau. Donc voilà, il y a une petite blessure ici, une petite plaie. Et dans cette plaie, donc ça, on représente ici la peau avec les vaisseaux sanguins sous-cutanés. Et dans cette plaie entrent des bactéries, donc des bactéries qui sont des agents pathogènes. Donc ici, vous avez une photo prise au microscope électronique à balayage d'une cellule de l'immunité qui va agglomérer ces bactéries pour essayer de s'en débarrasser. Alors ici, vous avez trois étapes qui sont présentées sur le schéma. Ces trois étapes, on va les prendre assez rapidement hein, on va les redétailler par la suite. Donc on vous explique que dès que le micro-organisme, comme la bactérie, va pénétrer en fait dans l'organisme, il y a certaines cellules qui se trouvent dans le sang. Donc dans les cellules sanguines, on a plusieurs catégories de cellules et celles que vous connaissez qui induisent, qui sont utilisées dans la réponse immunitaire, c'est les globules blancs, ce qu'on appelle les leucocytes. Donc certaines de ces cellules qui sont présentes dans le sang vont pouvoir sortir des vaisseaux sanguins pour aller rencontrer les bactéries, là, les agents pathogènes, et pour les phagocyter, c'est-à-dire pour les manger, les digérer, pour essayer voilà, d'endiguer la prolifération de ces bactéries. Alors ça, c'est une réaction que vous avez déjà vue au collège, qu'on va revoir par la suite, une des premières réactions relativement simples de l'immunité innée, justement, qui caractérise donc cette réaction inflammatoire. Alors, le fait que les cellules puissent sortir des vaisseaux sanguins, en fait, ça nécessite justement que les vaisseaux se dilatent, que la paroi puisse s'ouvrir quelque peu, que les cellules s'espacent pour permettre la sortie des cellules. Et ça va engendrer justement les signes caractéristiques de l'inflammation. Donc il y a déjà trois premiers signes qui sont liés justement à la sortie de ces cellules des vaisseaux sanguins. Donc une rougeur, puisque les vaisseaux se sont dilatés, un gonflement et une augmentation de température parce qu'en fait, ce qui va sortir également du vaisseau avec les cellules, c'est le plasma, donc ce liquide qu'on a dans le sang. Donc ça va faire gonfler la partie où il y a la blessure, par exemple ici. Et il y a un quatrième signe en fait de l'inflammation qui est la douleur. Donc il y a une sensation de douleur au niveau de la plaie, par exemple ici. Alors pourquoi une sensation de douleur? Parce qu'en plus donc de la sortie des cellules, etc., il y a certaines molécules qui vont être fabriquées par l'organisme, dont des molécules de la douleur
qui ont pour rôle en fait d'activer certains neurones qui véhiculent le message douloureux. Donc ici, vous avez un exemple. Je ne vous l'ai pas mis sur votre poly, mais voilà, c'est simplement pour vous présenter l'exemple d'une molécule. La molécule qui sert à transmettre la douleur, entre guillemets, c'est par exemple la bradykinin. Donc ici, on a testé au cours, chez une personne qui présente une inflammation et chez une personne qui n'a pas d'inflammation, on a testé l'effet de la bradykinin qu'on a injectée à la personne. Donc, on a injecté des concentrations de bradykinin de plus en plus importantes pour voir l'effet que ça avait sur les fibres C. Donc, les fibres C, c'est les neurones qui sont responsables de la transmission du message douloureux. Et on voit que c'est une personne saine qui n'a pas d'inflammation. Il faut une certaine concentration, là à 10-8 moles par litre de bradykinin pour que le tissu, les fibres, les neurones s'activent et transmettent la douleur. Tandis que chez une personne qui a déjà une inflammation, comme elle a déjà subi une inflammation, la transmission de la douleur se fait déjà, même quand les concentrations sont infimes et ne permettent pas normalement de transmettre la douleur. Donc ceci montre que dans un tissu qui est en inflammation, en fait, on a déjà naturellement une fabrication de cette molécule qui va donc transmettre la douleur. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir finalement, là on a vu quelque chose de très global, c'est de savoir comment finalement ces différents mécanismes peuvent se mettre en place et comment c'est possible. En fait, on va voir qu'il y a des molécules qui vont être fabriquées pour permettre justement ces signes cliniques, rougeur, gonflement, chaleur et douleur, qui sont les signes importants. Donc, je vous conseille durant le visionnage de cette vidéo de surligner les mots importants et puis éventuellement d'ajouter des notions qui vous paraîtraient utiles. Alors, dans la partie grand 2, on va voir les mécanismes de la réaction inflammatoire et on va voir comment cette réaction inflammatoire se déclenche. En fait, il faut savoir que dans notre corps, on a des cellules qui patrouillent, on va les appeler des cellules sentinelles, et qui sont là justement pour détecter l'intrusion éventuelle d'un agent pathogène, donc un agent qui pourrait entraîner quelque chose, un danger potentiel pour l'organisme. Alors, ces cellules sentinelles, il en existe différentes catégories. Ce sont des cellules qu'on trouve dans les tissus de l'organisme. Il existe par exemple les cellules dendritiques, donc c'est des cellules avec des longs prolongements. Il existe ce qu'on appelle les macrophages, donc ça vous en avez un petit peu parlé au collège, puisque ce sont eux qui réalisent la phagocytose. Et on a également ce qu'on appelle des mastocytes. Donc les mastocytes, c'est d'autres cellules qui vont sécréter des molécules particulières. Alors ces cellules, elles patrouillent dans notre organisme et elles vont pouvoir, s'il y a intrusion d'un agent étranger, elles vont reconnaître en fait les molécules qui se trouvent sur cet agent étranger, sur le virus ou la bactérie par exemple, et se dire tiens voilà, là je détecte un danger. Et cette détection du danger va entraîner la réaction en cascade, le déclenchement d'une cascade de fabrication de molécules par exemple. Donc ici, je vous propose de vous présenter un petit schéma qui donne de manière très simplifiée les étapes de le déclenchement de la réaction inflammatoire. Alors ici, vous avez à gauche la situation de danger. Ensuite, donc ça peut être des bactéries qui infectent l'organisme, ça peut être un virus, ça peut être des lésions au niveau d'un tissu. Donc ces cellules sentinelles, exemple ici la cellule dendritique, vont détecter en fait le signal en reconnaissant certains motifs qui se trouvent donc justement sur les bactéries ou les virus, et ces cellules, alors dendritiques ou macrophages ou mastocytes, vont sécréter en fait des molécules chimiques. Et c'est grâce à la sécrétion de ces molécules qu'on va pouvoir avoir la suite, l'initiation de la réaction inflammatoire qui va arriver relativement rapidement. Alors, quelles sont justement ces molécules, ces médiateurs de l'inflammation? Alors, on va voir ça dans la partie grand B. Alors, les médiateurs chimiques, on va voir quelques exemples de molécules, donc je vous conseille de les surligner dans votre cours. Alors, par exemple, ici, on a un premier graphique qui nous présente les conséquences de la présence d'un virus sur des cellules dendritiques. Donc, les cellules dendritiques font partie des cellules sentinelles qui patrouillent. Alors, la molécule en question ici qui va nous intéresser, c'est la concentration en TNF qu'on va suivre en fonction du temps dans deux types d'organismes. Des souris témoins, c'est-à-dire des souris qui n'ont aucun souci particulier, et des souris mutantes chez lesquelles en fait il y a une mutation
d'un gène qui sert à fabriquer un récepteur de l'immunité innée. C'est-à-dire que chez ces souris mutantes, les cellules sentinelles n'auront pas le récepteur qui permet de reconnaître justement les agents pathogènes. Et on se rend compte que le TNF n'est quasiment pas fabriqué chez ces souris mutantes, alors qu'il est fabriqué en assez grande quantité chez des souris témoins. Ça montre que dès que les cellules sentinelles reconnaissent, ici c'est les cellules dendritiques, quand elles reconnaissent un agent pathogène, elles vont sécréter du TNF. Donc on va voir après quel est le rôle du TNF. Autre exemple, ça sera la molécule qu'on appelle la sélectine, qui peut être sécrétée en réponse à l'injection du TNF. Donc le TNF, on a vu qu'il était fabriqué quand il y avait reconnaissance d'un agent pathogène. Et donc suite à ça, il va y avoir la sélectine qui va être fabriquée. Alors cette sélectine, elle est fabriquée par les cellules en fait qui se trouvent sur la paroi des vaisseaux sanguins. Et elle va servir à permettre la sortie justement des cellules qui sont dans le sang pour aller combattre l'infection dans les tissus. Alors, si on résume, on a dit que les cellules sentinelles patrouillaient. Quand elles rencontrent un agent pathogène, elles vont pouvoir sécréter du TNF. Ce TNF est à l'origine de la sécrétion de sélectine qui va permettre l'adhésion et la migration des cellules. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Donc, voici un petit schéma que vous avez également sur votre poly qui vous présente l'action en fait de ces différentes molécules. Donc ici, on a un vaisseau sanguin qui est représenté. Donc, on a l'intérieur du vaisseau ici, ce qu'on appelle la lumière, là où circule le sang. Et à l'intérieur de ce vaisseau, on a bien sûr des cellules de différents types, dont des leucocytes, qui sont les cellules qui vont servir à l'immunité. Ces cellules, ces globules blancs, peuvent sortir pour aller aider justement les cellules sentinelles qui les appellent au secours, entre guillemets, pour endiguer l'infection. Donc cette sortie, elle ne se fait pas toute seule. Il faut que les cellules, en fait, qui possèdent des molécules d'adhésion, reconnaissent les sélectines qui se trouvent ici. Vous voyez, les sélectines, elles sont sur la paroi du vaisseau sanguin. Et elles sont fabriquées en grande quantité, justement, quand il y a une infection. Donc, ça permet aux globules blancs de reconnaître les sélectines et de s'y accrocher grâce aux molécules qu'ils ont sur leur membrane en permanence. Et cet accrochement, cette adhésion, va pouvoir faire en sorte que le globule va rouler le long de la paroi du vaisseau sanguin et va pouvoir, à un moment, sortir de ce vaisseau. Donc, on a bien la sélectine qui permet l'émigration cellulaire. Alors ici, un exemple sur une micrographie, une électronographie, donc une micrographie prise en microscopie électronique. On a à droite ici un vaisseau sanguin et vous voyez ici un granulocyte, donc un globule blanc qui est en train de sortir du vaisseau. Tout comme on a ici des mastocytes qui sont donc des cellules qui peuvent sécréter de l'histamine. Alors, les cellules sentinelles, c'est un exemple, les mastocytes sont un exemple de cellules sentinelles qui peuvent donc sécréter le TNF et le TNF va à son tour permettre la sécrétion d'histamine par ces mastocytes. Et ces mastocytes vont sécréter l'histamine qui permettra de dilater les vaisseaux. Donc, c'est tout un ensemble qui permet la sortie finalement des cellules sanguines.